Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, ou plutôt ce soir, pour un apéro. Je le fais en chanson, c'est terrible. J'arrête les conneries. Pour parler Citroën Premium. Attention, ça rigole pas. Ou haut de gamme, ou gros véhicule, parce qu'en fait, il y en a certains qui ne sont pas premium. Enfin, c'est super compliqué la stratégie chez Citroën, ils sont super forts. Euh, donc, on va parler Citroën avec monsieur Nicolas Perru, Enchanté. monsieur Mathias Dugenetet. J'ai dit la bonne chose. Ouais, tu l'as bien prononcé en plus, c'est pas évident. Voilà. Non, je ne l'ai pas fait exprès, hein, c'était, je patauge. C'est Et très bien. l'excellentissime François Mortier. Nous avons Sans oublier le l'honneur, la très bon, chance, il est débordé de t'avoir aujourd'hui, quand je taquine. Sans oublier Donc, le très bon François Bouet à l'organisation. ouais, surtout tout à fait. de toujours très coiffé, François Bouet. Magnifique. Donc, c'est moi qui lance le sujet. On va commencer par DS9. DS9, elle avait déjà un gros handicap parce qu'elle a été présentée en exclusivité sur Turbo, donc ça m'a un peu gonflé. Non, je déconne. Et puis, globalement, moi, comme mon ancien métier, les gens ne le savent pas, j'avais une société, je faisais des séries limitées avec des intérieurs cuir pour des constructeurs. Donc, l'intérieur que je trouve d'aspect assez sympa m'a attiré l'œil. Que je suis un peu un vieux, c'est-à-dire que les bonnes grosses berlines, ça ne me déplaît pas. De me dire que le bousin, s'il fait 360 chevaux, ça va être un peu rigolo. Donc, j'avais rien contre. Moi, je ne fais pas de blocage sur le fait que ça soit fabriqué en Chine, parce que moi, je ne suis pas de mauvaise foi. De toute façon, on n'achète que des trucs qui sont fabriqués en Chine. Et puis, les bénéfices, ils sont fabriqués en France, donc il faut arrêter les conneries. Parce que, voilà, bon, ça, c'est que mon avis. Et pour Ou les lancer, pertes. dis-moi, Nico. Ou les pertes. Ou les pertes. Oh, enfin, chez Stellantis, c'est plutôt les bénéfices. Il se débrouille bien, oui. Oui. Ouais. L'animal se débrouille bien. Et donc, bon, voilà, moi, je voudrais bien l'essayer. Je vous ferai la surprise. On en parlera avec Monsieur Mortier par rapport à ça, mais ça, c'est off qu'on en parlera. Et puis, j'essaye de faire un peu le teasing. Et puis, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Internet, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas l'avoir physiquement, parce qu'il y a une tournée qui va commencer. Les journalistes n'ont pas touché vraiment, et ils n'ont pas Déjà vu commencé. que c'est la guerre. Mortier va y aller aussi, va m'expliquer il a un petit sujet sur ça. Tu as essayé, non, de la voir, la DS9, il me semble. J'ai plus essayé de l'avoir que essayer la voiture, Ouais, voilà. si je peux l'exprimer en ce sens. Donc, moi, du coup, je suis allé sur le site. Déjà, donc je voulais regarder la voiture, il y a un truc 360 degrés. Donc j'y suis allé, et puis je raccourcis, je fais court, j'y suis allé. Donc déjà, ça met 3 jours à charger, alors que j'ai la fibre, enfin bon, catastrophique. Et quand vous êtes dans la caisse, la résolution est pourrie, ça a tout été retouché, c'est de la merde en boîte. On voit même pas le grain du cuir et pas le détail des panneaux de porte en bois. Donc, au mieux de faire ça, il faudrait envoyer des catalogues en papier, ça fonctionne bien, parce qu'à priori, sur le digital, ils n'ont pas encore bien réussi. Donc François, toi, tu en as vu une en vrai ou pas? J'en ai même vu deux en vrai. J'en ai vu une l'an dernier, c'était celle qui aurait dû aller au Salon de Genève et qui s'était retrouvée en présentation en petit comité à la presse dans un studio photo. Et celle que j'ai vue la semaine dernière, donc c'est celle qui tourne en Normandie, puisqu'il y en a au total 14 qui ont été importées de Chine, puisque c'est là-bas qu'elle est fabriquée, et qui font un Tour de France. Hein. C'est le Tour de France, il n'y a plus de date en ce moment. C'est en Roadshow. septembre pour les cyclistes, c'est en juillet parfois, et puis en ce moment pour DS9, c'est en avril. À quelques semaines, a priori, les essais presse devraient commencer à la fin avril, nous a-t-on dit, enfin en tout cas le présentateur des essais disait-il. Et ces 14 voitures, à ma connaissance, il y en a une par région, sauf en Île-de-France où il y en a deux. Et toi, tu en as vu une? Ah oui, oui, j'ai vu une noire Perlanera dont on a publié les photos sur nos pages Et le respectives. ressenti global de la voiture intérieure-extérieure? Je peut-être étant absolument un mauvais sujet, manque d'objectivité. C'est assez beau en le sens où l'extérieur est assez homogène, compact et ne paraît pas ces 4,90 m, ce qui aurait pu être une crainte quand on sait que 4,90 m, ça ne se trouve pas non plus dans tous les garages de France, et que visuellement, c'est moins chromé, plus discret que ce qu'on aurait pu penser, notamment lorsque les poignées de porte ne sont pas chromées. C'est le cas dans les finitions Rivoli, excusez-moi.
et également Performance Line, où là, vous avez carrément des jantes qui sont noires. À l'intérieur, en revanche, et c'est quand même là où on passe 90% du temps de sa vie dans une voiture, et c'est pour ça que je manque d'objectivité, toujours aussi bien amené que dans un DS7 Crossback, c'est-à-dire que vous avez quand même les beaux matériaux là où vous les voulez, les cuirs bien en haut de planche de bord, les sièges, PSA se débrouille quand même très très bien en termes de sièges, en termes de maintien, je peux moins en juger, mais ça, le bracelet de montre est toujours aussi agréable. Signalons aussi qu'à l'arrière, c'est la première française, en tout cas sur le marché français, qui propose un accoudoir central qui permet de monitorer ses sièges chauffants, ventilés et massants. Donc il y a quand même de très très beaux atouts au global et un très bel aspect, mais qui est peut-être à pondérer avec l'arrivée de la voiture à quelques semaines de la DS4 qui amène des technologies nouvelles, voire que n'aura peut-être pas la DS9. Mathias? Moi, j'ai pas eu l'occasion, du coup, je suis un peu les choses de plus loin que vous, puisque j'ai pas eu l'occasion d'approcher encore la voiture, donc j'ai eu que l'approche communiqué de presse et photos sur le net. Moi, ce qui m'a vraiment choqué quand j'ai vu les premières photos, enfin, ça fait un petit moment qu'on a vu la DS9, mais c'est la ressemblance assez frappante forcément avec la 508. Je crois qu'elle partage forcément la même plateforme. Forcément, la DS9 est une version un petit peu rallongée de la 508, mais on sent quand même une parenté assez nette. Et je rejoins François sur le côté, la voiture, je pense esthétiquement parlant, est assez intéressante. L'intérieur, j'ai pas de doute sur l'harmonie que peut apporter DS et le savoir-faire, puisque on va un petit peu, je pense aussi, rentrer dans la critique ensuite, mais ils arrivent à faire des harmonies intérieures qui sont vraiment très intéressantes pour le coup, et je pense que c'est vraiment, pour moi en tout cas, le critère principal, en tout cas l'argument de vente principal. Mais c'est vrai que pour le reste, la voiture arrive, moi, pareil, enfin, son arrivée est tardive, quoi. Et puis je m'interroge aussi sur la stratégie que tu évoquais là, François, sur le fait que la voiture soit pas disponible. Enfin, c'est un petit peu par rapport aux essais presse notamment, je me questionne en fin de compte. Quelle est la stratégie derrière? Je ne sais pas. Nico? Alors, tu soulèves un truc important, c'est que la bagnole, elle a été présentée il y a plus de 2 ans, je crois. Non, hein, une seule François, année, si je peux me permettre. Ah ouais? Ouais, enfin, moi, j'ai l'impression que cette bagnole, tu vois, alors, je me trompe peut-être, tu vois, j'ai pas vérifié. Tu sais, j'ai l'impression que ça fait déjà au moins 2 ans, tu vois. Parce que on l'a eu en Spy Shot pendant des mois avant qu'il la présente en Chine. Donc ça dure au moins 6 mois, tu vois. Après, ils nous l'ont présenté en Chine, machin. On l'a vu sur toutes les coutures. Après, ils nous l'ont promis à une certaine époque, elle a été repoussée. Aujourd'hui, elle est là, mais elle est toujours pas là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 10 bagnoles en France pour faire un peu le buzz, mais tu vois, on n'a déjà pas la date des essais presse, alors j'imagine pas l'acheteur final. Et j'ai l'impression que c'est une bagnole qui va arriver. Tu sais, ça va faire 3 ans qu'on l'aura en tête, en gros, tu vois, 2 ans, et c'est d'habitude la date à peu près à laquelle intervient le premier hostillage. Déjà, pour moi, c'est le premier raté, tu vois. Voilà. Et moi, il y a un autre truc qui est quand même compliqué, c'est de lancer DS9 et que la même semaine, quasiment, tu fais C5X. Alors, c'est pas comparable, mais c'est quand même deux grosses Citroën. Donc, Oui. pour les gens qui comprennent rien, ils vont rien comprendre, hein. DS Bah, les gens, appréciera le les, commentaire. Citroën et DS ne sont plus des marques Oui, oui, certes, certes, certes. ensemble. Oui, mais bon, ça reste maladroit quand tu. La bagnole, elle est prête depuis 2 ans. Pourquoi ils vont la sortir? Je me suis fait la même réflexion. Elles seront en Pourquoi tout ils cas, font le lancement officiel la même semaine? C'est vraiment débile, quoi. elles seront surtout commercialisées et arrivées en concession à peu près à la même période. A priori Ouais. septembre 2021 pour la DS9 et on dit quatrième trimestre pour la C5X. Donc si ça fait octobre ou Ça fait un novembre peu avant Time Velsatis, hein, excusez-moi de vous le Ah, dire, mais hein. complètement. ou 605 XM, le groupe PSA est assez coutumier Ouais, du fait. ouais, ouais, ils sont champions de ce genre de truc. Et moi, pour compléter sur l'intérieur de façon très courte et pour mon expérience personnelle, donc la construction de l'intérieur, c'est qu'il y a en entrée de gamme, vous avez un cuir noir basique. Vous avez en version dynamique un intérieur en Alcantara, donc qui sont les niveaux de base, on va dire, enfin, qui sont déjà très équipés, hein. Et Mhm. vous avez Rivoli, vous m'arrêtez si je ne dis pas de bêtises, Opéra. Opéra, pardon, je confonds Opéra, qui est avec l'intérieur Bordeaux, Voilà. qui est un faux pen. Là, je suis très très dur parce que il communique du semi-aniline, machin, c'est des conneries. Enfin bon, c'est un aspect lisse, mais c'est quand même du grainé, mais qui est du grainé lisse pour faire comme si c'était du très haut de gamme à la BM ou à l'Audi. Donc l'intérieur est pas mal. Bon, tu restes quand même avec les panneaux de porte qui sont en TEP, hein. C'est vrai.
Ça, voilà, bon, passons. Mais moi, mon inquiétude, c'est pas ça, parce que globalement, ça tient la route, c'est sympa. Mais le choix d'avoir le haut de gamme où c'est l'intérieur, le cuir intérieur, si vous voulez passer sur une base avec le cuir en opéra, c'est 6 000 € de plus. Hein. Oui, oui, moi j'ai regardé le catalogue, il y a les tarifs. Donc 6 000 balles, ça détend quand même. Hein. D'accord. C'est l'option pour passer d'une base en Alcantara pour avoir le full cuir, entre guillemets, qui n'est pas un full cuir, mais bon, qui est très joli, ok, en opéra. Mais moi, ma question, c'est que le mec qui a décidé qu'il n'y avait que le Bordeaux en très haut de gamme, il faut qu'il arrive la fumette, il faut qu'il arrête la fumette. Parce que le mix, j'ai jamais, je l'ai fait, hein, je l'ai proposé. Moi, j'ai fait des mix où il y avait beige, bordeaux, noir. Ok. Noir, 70%, et tu partages le reste sur les deux autres couleurs. Alors, c'est super en presse. C'est super pour faire rêver en concession, mais la réalité, le mec, il prend du noir sur le haut de gamme. Et même, il y a les gonzesses apprennent de la couleur. C'est-à-dire que tu arrives à passer à 45% de noir et 55% de couleur. Là, je maîtrise vraiment mes sujets. Et donc, le super haut de gamme à 6 000 de plus en Bordeaux, en clair, de toute façon, ils vont avoir à coller toutes les caisses qui vont filer dans tous les DS Stores où ils vont faire ces définitions-là. La voiture, elle va être magnifique. Donc, c'est celle-là qu'on rachètera dans 7 ans pour 8 000 €. Mais avoir un très haut de gamme où vous n'avez pas un appât, enfin, pleine fleurs noires, je dois vous avouer que ça me laisse bien. Pantois. Pantois, merci mon ami. Donc, voilà. Il est vrai que ça peut surprendre et que, au-delà de ça, PSA, Stellantis à présent, est souvent coutumier de ce genre d'originalité à faire des intérieurs. On pense au full cuir de la 307, on pense aux ambiances parfois bleues, je crois, il y en avait une au lancement de la 508, et des ambiances qui disparaissent, mais alors dès la première année de construction, quand il s'agit de réduire ou de créer de la commonalité de gamme. Mais tu n'as pas le souci de l'avoir parce que ça fait rentrer le client dans la concession, ça fait parler la presse, c'est un bon choix. Mais de ne pas offrir ce qui fait choix. 70% du mix, c'est quand même ambitieux, je vais être positif. Et moi, je vais vous dire une autre chose. Le peu de connaissances que j'ai de l'Asie, si en Asie, je ne suis pas allé vérifier en Chine, la proposition du très haut de gamme, c'était que le Bordeaux, je reste aussi très, très pantois. Parce que quand tu as circulé en Asie et que tu as regardé les Mercedes, elles sont toutes avec un cuir noir. L'époque où la Chine ne prêchait que par le beige, effectivement, est bien loin. Bon, voilà. Donc, alors moi, j'ai fait mon client, je vais pas dire où parce que je veux pas qu'on me retrouve, mais j'ai fait mon client mystère. Enfin, s'ils veulent chercher, ils trouveront. Mais et donc, je vais l'essayer en client. Garde bien le silence. Donc, je vous raconterai. Ouais. Mais en tout cas, par contre, je le dis. J'ai fait le client et ça s'est super bien passé. Je dirais si ça s'était mal passé, mais ils ont été très efficaces. Alors, la présentation est bien. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas été mal reçu. Et moi, je peux le dire, je suis allé dans une concession de Normandie, puisque c'est le modèle noir que j'ai pris en photo. L'accueil était excellent. Après, les conditions du direct font que et c'est ce que soulignait Mathias, un peu original que la marque présente d'abord la voiture à ses clients plutôt qu'à la presse. Et une démarche un peu similaire avait même été optée à l'époque du DS7 Crossback, où c'est carrément la version la première de lancement qui avait été vendue avant même que la voiture soit testée par la presse sur toute l'année 2017. C'est un coup audacieux. J'imagine qu'il eût été question de Bentley ou d'autres marques de très haut de gamme, on n'aurait rien dit. D'ailleurs, ce sont des marques que personnellement je n'ai jamais pu approcher et c'est pas un drame personnel. Hein. Je peux encore endormir la nuit. Pour ce qui est de DS, je pense qu'il y a un double attachement. Il y a le fait qu'on a vu cette marque et collectivement, Mathias était là et Nico et toi aussi François à un autre degré. Nous étions là avant même que la marque naisse en 2014-2015. Donc je ne vais pas dire qu'on l'a vu grandir ou on la voit grandir, mais il y a une forme de sentiment de désaffection à se dire on aurait pu en profiter ou on aurait pu la découvrir nous aussi parce que c'est pas forcément un regard à charge qu'on a, non, c'est un regard critique et la critique peut être positive. Par ailleurs, c'est une marque, quoi qu'elle veuille, et elle continue quand même de l'affirmer, française, et donc en tant que journaliste français, on a quand même un peu d'attachement parce que c'est pas tous les jours qu'on sort une belle limousine. Je suis complètement d'accord avec toi. Ah, mais moi, moi, ça va être ma conclusion. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir avoir un essai longue durée, et de l'utiliser sur pourquoi elle est faite, de dire, je prends la voiture, je descends à Marseille, je fais de l'autoroute, je mets les gosses dedans. Moi, j'ai même regardé si elle pouvait tracter une caravane ou une remorque. Vous allez foutre de moi. Hein. Alors, réponse pour descendre au Sainte-Marie. Et réponse, elle peut? Oui, 1500 kilos. Parfait. Pas mal. Donc, pas une très. Je vais dire,
la grande Burmaster, c'est pas bon si tu veux pour descendre. Non, c'est pas énorme. Non, ça fait pas grand-chose. 1500 kilos, c'est. Ils vont se couper de la clientèle des gitans. Ouais, mais bon, voilà, ça c'est un choix, mais c'est pas le meilleur. Ouais. Non, mais bon, voilà, mais je pense que la voiture. Enfin, moi, j'ai plutôt un a priori favorable, mais je suis pas sûr, comme souvent dans beaucoup de marques, on va pas faire que chez les Français, mais où les lancements sont quand même faits de façon assez ésotérique. Voilà, il y a la période qui joue, désolé, je te rendrai la parole juste après Mathias, mais il y a la période qui fait que personne, je pense, ne sait aujourd'hui caser une session presse sans avoir la certitude qu'elle ne va pas être annulée la semaine suivante. Ça peut jouer énormément. Je dirais même que quand on voit comment les porte-conteneurs ont parfois du mal à traverser le canal de Suez, il n'est pas dit que les arrivages automobiles ne soient pas compliqués de temps en temps. Ça n'est arrivé qu'une fois en 60 ans. Hein. Ouais, moi, j'ai une autre question, c'est qui va acheter cette voiture? Vas-y, sort les chiffres de chez nos amis asiatiques. Donc, je ne sais pas qui va l'acheter, mais je peux déjà vous dire qui ne va pas l'acheter. Et je pense à nos amis chinois, parce qu'en fait, alors vous allez me dire, c'est pourquoi ils parlent de la Chine, puisqu'en fait, on nous explique qu'elle est fabriquée en Chine, parce que le gros du marché va être là-bas, ils misent énormément sur la Chine, etc. Donc, c'est logique qu'elle soit fabriquée là-bas. Ça, c'est une décision qui a été prise, on en parlait tout à l'heure, mais il y a peut-être 5 ou 6 ans, effectivement. Donc, la voiture est prête depuis 2 ans, c'est à peu près ça, tu vois. À une époque où PSA, qui n'était pas encore Stellantis, en gros, misait énormément sur la Chine, mais commençait déjà à se prendre de sérieux bouillons. Ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Donc, je vais vous ressortir juste les chiffres de vente de Citroën et DS en 2020 en Chine. Citroën, 1885 voitures vendus sur l'année, DS 46 véhicules. Donc, est-ce que la DS9, c'est pas le résultat d'une stratégie qui a été élaborée il y a 7-8 ans, qui a été complètement catastrophique? Pour moi, c'est un échec total, enfin, c'est un accident industriel même, et qu'on continue quand même, on insiste à faire des bagnoles là-bas alors que personne n'en veut. Et je suis pas persuadé que les Français et les Européens, en tout cas, on va peut-être en vendre un peu en France, mais je espérais. Mais je suis pas persuadé que nos voisins allemands, belges, espagnols, italiens en achètent beaucoup plus. Il y a un petit point de détail. Moi, j'ai regardé donc le catalogue que j'ai essayé de dépioter, de comprendre, mais c'est toujours très compliqué. C'est encore des choses qui sont. Faut avoir fait Polytechnique pour acheter une voiture, même quand on a le catalogue sous les yeux, papier, hein, je parle. Et il y a des options. Alors, j'ai pas noté, mais il y a des options à 200 euros. Donc là, je dois vous avouer que j'ai été aussi assez pantois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une très grande liste d'options, mais il y a quand même, genre, il y a un cendrier connecté, enfin, 2-3 merdes. Mais il y a des trucs qu'il faut avoir sur la chaîne de montage. Et donc, là, je dois vous avouer que je n'ai pas bien compris comment ils allaient gérer le flux du véhicule. Donc, tu vas le commander, ou alors ils ont toutes les versions, tous les modèles. Enfin, pour un truc qui est importé de loin, où en gros, de toute façon, tu mettais du niveau de gamme et tu faisais la japonaise. Enfin, pareil, je suis peut-être un quinquon. Tu faisais la japonaise, tu avais un produit d'entrée, enfin, plutôt bien équipé, où tu avais déjà quasi tout. Et tu avais un On est d'accord. Et puis, tu avais le full-up, c'était bon, quoi. Ouais. Et là, tu te dis, mais comment ils vont gérer le stock, les commandes, les trucs? Et par contre, pour eux, il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui en France, tu es obligé d'acheter français et tu as des ronds en location. Tu prends quoi? Un espace, je ne sais même plus si c'est au catalogue. Qu'est-ce que tu as d'autre? Les gars, qu'est-ce qu'il y a quand si tu veux acheter français, un gros bignou? Bah, DS7 Crossback. Moi, j'ai un pote qui est c'est un politique, tu vois. C'est un élu, il est obligé d'acheter français depuis. Il s'appelle Emmanuel? Non, il s'appelle pas Emmanuel. Mais et tu vois, et clairement, lui, il est dans ce type-là. Il roule énormément, il fait 100 000 bornes par an. Il est obligé d'acheter français, tu vois. Bah, typiquement, lui, il en est à son deuxième DS7, là. Parce qu'il me dit, voilà, c'est le seul truc, c'est ça ou une 508. Parce qu'il est pas encore, il est pas assez con pour acheter une Renault, le mec. Donc, Et encore, l'UGAP, qui est la centrale d'achat de public, a considérablement et de plus en plus réduit les budgets, qui voit désormais le fait de pouvoir avoir un équivalent berline de fonction, même si on sait que l'UGAP réussit à avoir des réductions de 30 à 40% sur le tarif d'achat, qui ne dépassent pas les 35 000 euros hors taxe. Et pour les DS7, ça veut dire que vous partez pas avec une version PHEV. Hein. Ouais, mais bon, lui, c'est pas une voiture de fonction, mais. D'accord. T'as quand même des gens qui sont un peu obligés d'acheter français, tu vois. Ça peut en être termes aussi. d'image, c'est certain.
l'industriel du coin, le mec qui est une PME, bon, t'as ceux qui s'en foutent, mais t'as les mecs qui vont voir des clients, par exemple. Moi, il y a une époque, j'étais dans la finance. Quand tu vas vendre de l'assurance à des gens, c'est quand même pas mal d'arriver avec une bagnole française. Je vais rendre la parole à Mathias vraiment un jour, mais longtemps, mon voisin d'en face qui éclairait de ses feux lumineux de voiture lorsqu'il rentrait tard le soir de son bureau, il Quel illuminait poète. le plafond de ma chambre, a connu toutes les Renault. J'étais petit, il m'installait à l'arrière de sa Renault 25, j'ai connu toutes les versions de la Safran, toutes les versions de la Velsatis, toutes les versions de la Laguna. Il a même eu une Laguna V6, comme quoi il n'y en a pas eu beaucoup, avec le V6 ES L7. Et une fois arrivé l'altitude, il n'a pas pu. Il est passé directement sur une BMW 5 GT. Ben oui, parce qu'il y a des faux d'offres. Effectivement, il a toujours eu des goûts de merde, en fait. Et pourtant, il avait évité l'Avantime enfin, il en avait eu un. Alors, pour la petite histoire, désolé, ça, tu pourras le couper si tu veux, parce que c'est vraiment hors sujet. Il avait eu un Avantime un jour, et alors qu'il avait comme tradition de me faire monter à bord de ses voitures, il m'avait dit, celle-là, je peux pas te faire monter à bord, parce que c'est vraiment une voiture qu'on m'a prêtée, et s'il se passe le moindre truc, vraiment, je peux pas la rendre. Et c'est la seule que tu as achetée, du coup. Et du coup, moi j'en ai nourri mais une haine totale. Je lui en ai reparlé, je lui disais mais c'est parce que vous m'avez empêché de monter dedans que du coup j'ai voulu en avoir une. Il m'a dit mais je suis jamais empêché. C'est juste que c'était la voiture du concessionnaire et que je pouvais pas je Moi, l'avais j'ai pendant adoré 2 cette jours. moto. Et donc, mais en revanche, il y avait de sa part, patron d'une boîte d'électricité en Normandie, il y avait un attachement à avoir toutes les versions et vraiment les plus UP. Hein, c'était toujours les initiales Paris ou les privilèges en V6. Et tu avais une c'est un clientèle de culte ça. qui a disparu aujourd'hui. Oui. Ouais, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans une concession Peugeot, toi. J'étais en stage là-bas, toi. J'avais fait 2 stages assez longs là-bas, toi. Et il y avait un mec, toi, chez Peugeot à Bayeux. Le gars, systématiquement, tous les ans, il revenait et il achetait la Peugeot la plus chère, toi. Non, mais c'est fou. C'est-à-dire que le Non, mec mais a c'est quand bien. même Il a eu. jeté de l'argent par les Ah, mais fenêtres. le gars a quand même eu à un moment donné la 205 T16, tu vois, une des 200, là, tu vois. Après, le gars, il a eu, je sais plus quoi, la 605 SV24, SVD machin. Coffee. Il a eu la. Le gars, il venait tous les ans et moi, je me rappelle parce que j'avais vendu une 607 V6. Toi. Et il était super content. Et lui, son plaisir, c'était d'arriver tous les ans et de dire je veux la Peugeot la plus chère. Alors, je pense qu'il n'y a pas assez de mecs comme ça pour faire vivre la boîte, mais tu vois, il y avait quand même, ça existait ces mecs-là. Toi, tu avais ces mecs-là, le petit notaire de province qui se faisait Patriotisme plaisir avec. industriel, tout Ben simplement. oui, carrément. Hein. Enfin, il y a aussi surtout beaucoup de sociétés où, des grosses boîtes, où, enfin, souvent, je reconnais sur Paris, par exemple, où il y a des voitures de société où ça rentre encore dans le budget, parce qu'à 47 000, ça pique un peu les yeux quand même à un entrée, parce que ça, c'est quand même pas tout le monde, mais où, comme on travaille avec la SNCF, ou on travaille avec Air France, ou on travaille avec machin, bah, c'est bien d'avoir une voiture française. Voilà. Bon, après, on verra ce que ça donne. Mais alors, moi, du coup, on a parlé DS7, DS9, pardon. On parlait de la C5, ouais. Voilà, je glisse et on va parler saucisse, C5, C5, je confonds, donc C5X. Oui. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi X? Bah, puisque tu as le C5 Aircross déjà. Donc c'est pour. J'ai la réponse. C'est pour différents. Voilà. Ah, Mais François. je pense que c'est le genre de question, j'aurais dû me taire et laisser la parole directement à notre ami Mais non. Mortier, qui lui a sûrement le fin fond de la réponse. Ouais. Et j'aimerais, mais alors là, ce que je sais, c'est que le nom est arrivé très tardivement, que le code projet c'était toujours E43 et que jusqu'à même très récemment, du l'aveu même du chef de projet, la voiture n'avait pas encore de nom. En revanche, comme le soulevait un journaliste. Trop occupés qu'ils étaient à parfaire la qualité. En revanche, et je ne me souviens plus de son nom, mais qu'il me pardonne, un journaliste a soulevé la question du X et du monogramme, surtout à l'arrière de la voiture. Comme Polestar. Alors, exactement, ça ressemble bien à 2 chevrons, on est d'accord là-dessus. Or, on sait aussi que Citroën a volontairement porté plainte et réussi à interdire la vente de Polestar en France pour l'accusation de la ressemblance de logo avec ses propres chevrons, sous une forme qui, jusqu'à présent, ne nous évoquait que celle de DS. On sait que Citroën et DS sont encore un tout petit peu liés, mais là, pour le coup, on a peut-être la réponse de la véritable volonté de Citroën de s'opposer à Polestar sur son logo. Je vous laisse la parole. Intéressant. Non, mais complètement. Moi, j'ai les deux photos, je les passerai dans la vidéo. En effet, on comprend mieux. Je pense que quand ils sont allés au tribunal, ils ont sorti en disant on a déjà prévu. Et donc, en disant, il y a sûrement eu, ils sont préjugés, je ne sais pas quoi, mais là, c'est plus de la ressemblance, c'est la même chose. Donc, allez, cette C5X là, donc ça vous inspire quoi, vous? J'ai pas d'avis, moi. Allez, T'as Mathias. pas d'avis. Bah, moi non plus. Non. Oh merde. Bon, bah. Ouais, c'est triste, hein. Allez, salut!
J'ai un avis un peu balbutiant, moi, sur cette C5X. Enfin, j'ai fait un petit article dessus il y a 2 jours, donc j'ai eu l'occasion d'étudier le communiqué de presse. Et en fait, pour moi, c'est deux sentiments un peu contradictoires. Le premier sentiment, c'est que malgré tout, je suis content que Citroën revienne sur le segment D, on va dire segment Grande Berline. Bon, la voiture, on va en discuter, elle est à la croisée des chemins entre Berlin, Break, etc. Mais en tout cas, ils reviennent sur ce segment. Bon, je ne suis pas convaincu, je leur souhaite évidemment que ça fonctionne, parce que c'est une marque à laquelle je suis attaché par le passé en tout cas. Je ne suis pas convaincu que ça fonctionne, mais pour autant, je trouve ça assez osé de revenir sur ce segment où on sait que c'est un segment qui est quand même en déshérence pour les constructeurs français. Renault, malheureusement, tous les constructeurs. Tous les constructeurs, oui, c'est clair, mais les constructeurs français, ça fait depuis les années 90 quand même qu'ils ont des grosses difficultés. C'est les précurseurs. Voilà, c'est ça, ouais. Les difficultés, c'est eux qui les ont rencontrés en premier. C'est l'éclatage de gueule en piqué. C'est ça. Mais ouais, donc je suis content de les voir revenir sur ce segment. Après, la voiture, forcément, pour moi, moi, je conçois une Citroën comme une voiture assez clivante. Donc, je pense que pour le coup, ça l'est, clivant. Ça plaira pas à tout le monde, c'est évident. Moi, je ne l'ai pas vu en vrai, donc c'est compliqué de me faire un avis que sur des photos. Je la trouve particulière. C'est pas d'une élégance folle, mais en tout cas, il y a quelque chose. Je peux pas dire le contraire. Après, par contre, l'intérieur, j'avoue que je trouve ça beaucoup trop proche de la nouvelle C4. Je trouve ça un petit peu décevant. Enfin, quitte à proposer un segment supérieur, autant proposer c'est un peu la C4 boulangère, quoi. Bah, c'est un peu ça, ouais. L'avant, bon, la face avant est plus harmonieuse que la C4, je trouve. L'intérieur, par contre, ils auraient pu plus se différencier, quoi. Mais voilà, moi, j'ai pas forcément beaucoup plus d'avis. J'ai pas eu l'occasion de m'en rapprocher, malheureusement. Donc, j'attends vos avis. François. Toi, le X, tu lui as caressé la croupe. Oui. Moi, je m'en suis approché. Je l'ai vu de mes yeux vrais. Et je partage l'entièreté ou presque de ce que disait Mathias à propos du fait qu'effectivement, ça fait plaisir de voir Citroën revenir sur un segment qui lui est cher et surtout où la marque s'est toujours illustrée avec des silhouettes originales. C'est quand même les seuls à avoir fait du bicorps quand tout le monde faisait du tricorps et à passer sur du tricorps avec la C5.2 quand les silhouettes commençaient à devenir un petit peu plus originales. On pense à la Skoda Superbe qui mêlait et Aion et Break et Maldokov. Souvenons-nous aussi que le concept même de berline à la Citroën n'est pas une berline, même si aujourd'hui elle fait le plaisir des collectionneurs. C'est aussi une berline qui a toujours clivé. Les 12 000 commandes de la DS le premier jour du salon de Paris, c'est aussi autant de clients qui sont partis chez Peugeot déjà, parce qu'il y avait la 403 qui se présentait la même journée, et qui trouvaient que cette voiture sortait de nulle part et qu'il était hors de question d'arriver là-dedans. Autant de clients qui, quand ils ont vu une CX, se sont dit « je la veux bien, mais avec un moteur moderne, s'il vous plaît, pas un truc à 25 ans ». Autant de clients qui sont allés sur une XM et qui, c'est toi je crois Nicolas qui nous racontait que lors des essais de la XM, les journalistes partaient et on retrouvait la moitié sur la route, sur les côtés. Notre ami Pascal Vergès, notre maître à tous, est tombé en panne aux essais de la XM, pardon. Je crois au bout de 2 km environ. Donc il y a toujours des belles histoires avec Citroën et ses grandes berlines. La C5X, est-ce que c'est le point d'orgue? Est-ce que c'est le chant du cygne? Est-ce que c'est une nouvelle histoire? C'est très difficile de déterminer. C'est aussi une berline et un article de l'Argus est sorti aujourd'hui qui le montre à une hérédité un peu compliquée, puisque si en Europe la marque est devenue un peu l'entrée du groupe Stellantis, j'ai pas dit l'entrée de gamme, j'ai dit l'entrée du groupe, forcément avec une comparaison un tout petit peu plus accessible que DS. Eh bien, chez les Chinois, ça reste une marque qui se doit d'avoir un certain standing et du coup, ils ont renommé la Citroën C5X, la Dongfeng, puisque là-bas, la co-entreprise se veut toujours numéro 1, Dongfeng Citroën, Versailles C5X. Et oui. Est-ce que le patronyme Versailles était resté du temps de la Simca Versailles? On ne sait pas. Ils vont en vendre 4, mais elles ont un petit peu de gueule, toi. Et moi, j'ai une question conne. Le moteur, c'est quoi? Parce que moi, j'ai pas compris. Alors, il y en aura un au lancement. Il y a un hybride, non, déjà? Alors, c'est le PureTech 225 hybride que l'on retrouve déjà sur le C5 Aircross, qui est... Il a des S9? Pardon? Il a des S9. Oui, tout à fait. C'est peut-être pas exactement la même division. Non, je crois que sur la DS9, c'est PureTech 225, PureTech 250 hybride et hybride 360. À vérifier. Et hybride 300. 225. Ah bon.
Bon, bah, j'ai rien dit, alors excusez-moi, et coupez-moi au montage et coupez-moi tout court. Oh, non, Cependant, allez, salut. voilà. Donc, la 225 chevaux, il y aura probablement peut-être mieux en Chine, parce qu'on sait qu'en Chine, il y a un C5 Aircross 300 chevaux en PHEV, qui n'est pas considéré comme nécessaire à la gamme européenne. Et puis, on sait aussi qu'il y aura a priori au moins un thermique essence pur, même s'il n'est pas annoncé aujourd'hui, puisque la marque ne mise, en tout cas dans ses premiers mois de communication sur le véhicule, que sur l'hybride rechargeable. Donc en fait, ils se positionnent comme quand ils ont fait une très grande réussite, quand ils ont lancé la C6, qu'avec des gros moteurs. Pour le moment, et en tout cas sans diesel, puisque le diesel a vécu son temps, hein, semble-t-il. Il n'y aura pas de diesel, d'après toi? Non, il n'y en aura pas. A priori, et ça a été affirmé par le chef de projet hier. Je ne dis pas qu'il est le dernier à connaître son véhicule, mais a priori, il le dit, c'est que c'est vrai. Il est au courant, oui. Non, moi, j'étais en train de mourir. Cette semaine, j'ai rien suivi. Et donc, je pose les questions de base. Donc, tu as raison. Et il n'y a jamais de questions de base. Et il faut toujours répéter les évidences. C'est dans l'air du temps aussi qu'il n'y ait pas de diesel. C'est pas choquant. C'est pas choquant. C'est assez classique. Et puis, il y a suffisamment de la polémique, là encore, de la production en Chine pour alimenter la presse. Il y a d'ailleurs, c'est presque dommage pour Citroën de se dire que quand la DS9 a été présentée et qu'elle était déjà produite en Chine, assez peu de monde lui est tombé dessus. Déjà parce que tout le monde était occupé par la pandémie. Et que sa présentation, faute de Salon de Genève, n'avait pas vraiment pu se tenir dans les règles de l'art. Une C5X... pas de bagnole, de toute façon. Et la C5X arrive, alors qu'elle n'est pas la première. Hein. La Dacia Spring est fabriquée en Chine. Et certaines Volvo, je crois, les S90 sont fabriquées en Chine. Tout à fait. Et puis, un jour, on parlera aussi de toutes les productions chinoises qui nous arrivent en Europe et qui sont bien complaisamment bonusées écologiquement grâce à leur motorisation électrique. D'une certaine façon. Chez les Allemands, il n'y a rien qui est fabriqué en Chine. Si, le BMW iX. Et a priori, la prochaine génération de Mini. Alors peut-être que je vais me faire taper sur les doigts parce que ça, je ne l'ai pas vérifié. J'ai dit peut-être. En bon journaliste, je n'ai évidemment pas vérifié mes sources. Et je crois que les Smart, donc pour l'instant, il y a encore cet accord. Ah, tout à fait. Il y a toujours les Smart électriques. Ineos Grenadier, là, enfin Ineos, ouais. Qui va continuer à fabriquer la voiture pendant peut-être 2-3 ans, je crois. Mais a priori, après, ça part en Chine. Tout à fait. Je crois même que la Forfort a déjà quitté les lignes de Novomesht. C'est pour ça que là-bas, elle a été remplacée par la Twingo électrique. Et moi, donc, pour me donner un petit avis, j'ai pas d'avis sur la ligne de la C5X parce qu'en effet, je pense que c'est un design qui en lui-même, je trouve, a besoin d'être vu parce que c'est quand même un peu segmentant, comme on dit. Je rejoins. Je vais pas critiquer Citroën là-dessus parce que je vomis tellement sur toutes les marques qui font de la merde en boîte, c'est-à-dire à nous sortir des trucs où vous changez le badge, on ne sait pas si c'est un Hyundai, un Kia, un Renault, un Samsung ou machin. Au moins là. Et en plus, je critique parce que Kia est en train de faire des trucs où on va reconnaître. Et Hyundai aussi, ils ont un design là qui. Mais bon, enfin, c'est pas affirmé. Parce qu'actuellement, ils font quand même un peu de la soupe quand même. Et donc, comme je suis anti-soupe, je ne vais pas cracher sur le fait qu'on fasse un véhicule où quand on va le voir dans la rue, on va dire tiens, c'est la dernière Citroën, quoi. Donc, il faut reconnaître que là-dessus, au moins. Et puis, ça redonnerait un petit peu, moi, c'est ce que j'ai dit pour la Mustang, la Mach-E qu'on a vue, où ça fait du bien de retrouver des voitures où on peut tomber un peu amoureux de la caisse parce qu'elle elle est segmentante. Parce que tous les trucs où on se fait chier et on ouvre pas la porte, on ouvre la porte du garage, on dit tiens, c'est la poubelle ou c'est la caisse. Voilà. Non, mais c'est vrai. Tu parles de l'ami, là. Oh, vous êtes pas gentil. Mais non, mais par contre, pour la qualité sur la C5X, a priori, c'est le mec qui s'est occupé de l'ami avant qui s'est occupé de la qualité de la C5X. Ah, c'est bon alors, on est sauvé. Par contre, on peut parler d'un point sur. Tu parlais de la ligne de la C5X, François, et moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Et plus je la regarde, et plus ça me saute aux yeux, c'est les porte-à-faux. C'est quand même. C'est horrible. Moi aussi, ça me choque un peu. Ouais. Mais alors que Citroën était connu pour ne pas faire de porte-à-faux. Vous regardez. Oui, c'est tellement. C'est totalement con. Enfin, il n'y a rien de pire pour alourdir une bagnole de ligne. Tu vois, enfin... Je n'ai pas de réponse à ça. Surtout qu'on voit vraiment que la forme de la portière avant, contrairement à celle de la DS9 qui est très proche du chaudron d'une 508, là, la portière de la C5, c'est vraiment une portière de C5X indépendante. Mais on voit que la forme est contrainte par le passage de roue avant. C'est assez surprenant. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le plus long empattement possible de l'EMP2 V3 Oui, mais je pense qu'il y a de ça. Il y a une plateforme avec un empattement maximum. Et à un moment donné, ils sont. Alors, c'est étonnant. L'empattement maximum d'une. Le MPV3, c'est C4, c'est ça? Alors, non, CMP, c'est C4. EMP2 V3, c'est DS4.
Et 308. Non, je t'en prie. Et le fait est que le MP2 V1, c'était jusqu'à 2,90 pour le C4, enfin Picasso, excusez-moi, et les utilitaires. Le MP2 V2, je crois que le maximum, c'est encore 2,90 m avec la DS9. Là, c'est étonnant, mais en même temps, chacun ses choix industriels. En revanche, pour ce qui est de la ligne, je suis tout à fait d'accord que les porte-à-faux, ça peut choquer. Ce qui est étonnant, c'est que Citroën l'annonce comme une seule et même silhouette, mixant berline, SUV, break, etc. Mettez juste sa ligne, vraiment son profil, face à celui d'un break, n'importe lequel. Je pense notamment à une BMW série 3 Touring ou à une Audi A4 à vente. Et là, vous aurez peut-être l'impression que. Moi, une Panamera Gran Turismo, l'arrière, ça me donne un peu le même truc. Oui. Et elle est vraiment plus du tout berline, sauf par sa silhouette basse, enfin affinée, mais elle a beaucoup du break. Le pari de Citroën, c'est de garder les clients break, qui restent une majorité d'ailleurs par rapport aux clients de berline en Europe, et de conquérir le client original chinois qui est capable d'accepter d'avoir autre chose qu'une malle de coffre. Et sur ce point-là, au moins arriveront-ils à se différencier d'une Peugeot 508L ou d'une DS9. Et parce que moi, ça me fait penser à une AMC Eagle break. Ah, c'est pas faux. Enfin, en tout cas, le concept de touche-main est un petit peu là. Enfin, est même tout à fait là. C'est pas faux. Non, mais bon, il y a au moins, on peut. Moi, je ne suis pas convaincu non plus par le truc, mais effectivement, on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'ils ont trouvé leur style aussi, tu vois. Aussi. Depuis, il y a eu le C5 Aircross aussi, les petites aussi, là, les C3. Il y a un style Citroën aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu vois une Citroën dans la rue, tu sais que c'est une Citroën. Et puis, un autre point, c'est que je comprends les critiques qui ont été, encore une fois, extrêmement virulentes. Les photos qu'on avait postées de la DS9 ainsi que les photos de la C5 à 24 heures d'écart, limite, on a envie de croire, mais comment est-ce que Stellantis peut lancer deux véhicules pareils ? Est-ce qu'ils ont encore une chance ? N'oublions pas qu'une Citroën qui ne provoque pas de choc dans l'opinion n'est pas une Citroën. Et que généralement, c'est la marque qui peut se permettre de choquer. Le Cactus le sait bien. Ou sinon, c'est une Xara et ça, voilà. Qui est une excellente voiture. J'en ai une, t'as pas le droit de critiquer. Non, mais c'est une excellente bagnole, on est d'accord. C'est une excellente voiture. Mais voilà, c'est pas un truc qui est resté dans les mémoires, tu vois. Toi qui connais les chiffres, le Cactus, c'est un bide ou c'est une réussite ? Là encore, il y a deux façons de lire les chiffres. Et c'est vraiment pas pour sortir la soupe de PSA. C'est un peu comme le Fiat Multipla, et pas qu'en termes de style. L'usine qui produit le Cactus a une capacité de production qui se situe entre les 90 et les 120 000 unités annuelles selon que vous mettez une équipe et demie ou deux équipes en production. Exactement. Et de toute façon, ils auraient pas pu en vendre beaucoup plus. Alors, ils n'auraient peut-être pas pu en vendre beaucoup plus, mais en tout cas, pour une usine qui auparavant, Porto-Réal, fabriquait des 207cc, ça a donné du boulot pendant 6 ans à des mecs qui auraient largement pu rester sur le carreau, dans un pays, l'Espagne, qui était largement foutu sur le carreau, et c'est bien les premiers à avoir accepté des accords de compétitivité pour ça. Ils se sont retrouvés avec un produit tout à fait honnête, qui s'est plutôt bien vendu en Europe occidentale, et qui a fait tourner une usine sans la condamner. Et de la même façon que le Multipla était en mesure dans son usine, je ne sais plus laquelle, et via son châssis tubulaire de faire entre 70 et 90 000 ventes annuelles, et qu'en 6 ans, il a fait 260 000 exemplaires, il a rempli son usine largement, et Fiat n'a pas été, je pense, trop triste, ni de devoir quitter les concessions, ni du désavantage économique, dans la mesure où s'ils avaient dû en produire davantage, ils auraient été obligés d'ouvrir une autre ligne de production. Bon, de toute façon, les Rital, ils ont une capacité exceptionnelle, c'est à vendre des trucs, on a l'impression que c'est invendable. Enfin, ils ont réussi à vendre des 500L, excuse-moi, il faut quand même, je salue mon ami Yann, vous êtes des champions les gars, parce que quand même arriver à vendre des 500L par camion, il faut quand même être fort. Hein. Alors la 500L, en parallèle, l'usine Sterb a du mal. Hein. Ils arrivent encore aujourd'hui en 2021 à vendre l'ancien Epsilon. Ouais. Et heureusement, parce que c'est encore un autre débat, mais espérons que Lancia puisse survivre grâce à ce véhicule et montrer toute sa pertinence. Tu vois, c'est peut-être finalement ce truc qui continue de marcher. Bon, après, c'est pas vendu cher et tout, il y a plein d'arguments, mais que ça continue de marcher. Ça a quand même laissé un petit filet de l'ancien. Et aujourd'hui que c'est repris, on se dit, bon, bah, finalement, ils sont là, on va peut-être en faire quelque chose. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les clients qui étaient très Lancia sont des clients assez spécifiques. Ils n'aiment pas forcément du Mini. Une Mini, c'est beaucoup plus gros. Ils n'aiment pas forcément du plus généraliste ou du moins bling-bling façon Fiat 500 ou Fiat Panda. Ils sont dans un bon chic, bon genre assez... Bon, après, elle est vendue au ras des pâquerettes, l'Epsilon en Italie. Ouais, donc, si tu veux, tu as le choix entre ça qui a un petit peu de gueule quand même, parce qu'elle a un style, l'Epsilon, elle est...
elle est un petit peu chicose, on va dire. Et puis, Mais bien dans le cas difficile digital, est le fait de remplacer son Epsilon par un véhicule équivalent aujourd'hui sur le marché en dehors d'une Suzuki Swift. C'est un peu compliqué. ça va être compliqué. Et je vais revenir à mes névroses et en termes d'ambiance intérieure. Parce que pour Et tout avoir à fait fait. une des rares séries limitées d'Epsilon en La France Momo? de la dernière génération, en Ah, belge, en lancement, parce que les Italiens avaient décidé qu'il il fallait pas faire de cuir et pas faire d'Alcantara au lancement. Pas de commentaire. Italienne, ouais. Bon, donc nos amis de l'Ancien France avaient décidé de faire, on en a fait quand même pas mal, j'ai dû en faire 1000 ou un truc comme ça, 1500 en lancement, ils vendaient que ça, et on avait recouvert la casquette en beige, etc. Après, les Italiens se sont rendus compte que quand même, il y avait peut-être une petite erreur en termes de positionnement, et donc ils ont fourni ça, mais aujourd'hui, tu veux acheter une petite avec un intérieur sympa, il n'y a rien. Parce que Ah même non, non, sur une Swift, tu ah, ne peux même pas commander, parce que je les faisais aussi, maintenant ils ne font plus. Mais tu vas avoir une petite caisse où tu peux mettre un intérieur cuir ou un Alcantara avec une petite ambiance un peu sympa. Il n'y a que dalle, si, une Hyundai, mais bon, c'est une thermique et puis c'est pas les mêmes budgets. Mais je veux dire, je parle en termes de taille, tu vois. ouais, c'est pas la même taille du tout, hein. Aujourd'hui, il n'y a rien. Non, mais je veux dire, ah, aujourd'hui, c'est une 4 fois le 500. prix, quoi. Une 500. Mais le problème, c'est que la cliente qui a, parce que je parle de cliente, parce que là, on parle vraiment de cliente, la cliente qui est déjà à sa 7e 500, elle en a plein le dos, quoi. Elle a envie de changer. C'est certain. C'est Alors vrai. pour en revenir à la Citroën C5X, si vous le souhaitez, euh, elle est d'une qualité intérieure qui n'est pas forcément absente du tout, même sur le modèle de pré-série que moi j'ai pu découvrir, et sans servir de soupe. Il faut surtout être au courant du fait que Citroën cherche vraiment à explorer d'autres voies que le classique Alcantara, cuir dont on parlait tout à l'heure pour la DS9. Ils sont donc partis sur des revêtements qui sont bien différents, et limite un jeu qu'ils assument eux-mêmes de mettre des chevrons un peu partout. Et bon, c'est vrai que le client d'une berline statutaire a autre chose à faire que d'aller chercher des dessins de chevrons dans sa voiture, mais il a le droit d'avoir une petite âme originale, une petite âme artiste. Oui, oui, oui. Et franchement, en termes de luminosité, en termes de réactivité d'écran, en termes de largeur de visibilité du vision tête haute, je trouve largement ce que je ne trouve pas encore chez d'autres, un software qui fonctionne mieux que sur une Volkswagen Golf, par exemple. C'est pas dur. Oui, mais à signaler quand même, parce que généralement, à cet âge-là de clientèle, lorsqu'on est à 65-70 ans, parce que rappelons-le, Non, hein, mais c'est puis, l'âge d'achat moyen d'une voiture comme ça. il y a un autre truc aussi qu'il faut dire, c'est que, même si on ne l'a pas essayé, on devine que ce sera très certainement la berline la plus confortable du marché. Tu Ah, vois, Pas un difficile. point que je voulais aborder. Et bah alors, juste avant que tu ne l'introduises, juste avant que tu n'en parles, Mathias, je te l'introduis. C'est la première Citroën qui va posséder les doubles butées hydrauliques, ça on a l'habitude, mais aussi et surtout la suspension pilotée. Et qui est une pilotée manuelle et non pas une pilotée à caméra comme la DS9. C'est-à-dire qu'il y a 4 mecs aux 4 coins des. Vous avez vu, j'ai pas mis de source ethnique. Hein. Il y a 4 mecs aux 4 coins qui pédalent et qui ajustent les amortisseurs avec les trous, c'est ça? Non, c'est une suspension pilotée classique avec des capteurs, mais en revanche, elle sera capable de fonctionner par tous les temps. Alors que la pilotée avec caméra, parfois, elle peut être éblouie. Justement, François, toi qui as pu t'approcher de la C5X, moi c'était la question, effectivement, j'avais pris connaissance de tout ça dans le communiqué de presse. Donc tu disais suspension active, donc c'est quoi? C'est au niveau des butées hydrauliques? Comment ça fonctionne exactement? Je me posais la question en fait. J'ai posé la question 2 fois et je crois que je n'ai pas retenu la réponse. Ah. De tout temps, il y a les butées hydrauliques progressives avec leurs 2 capacités. Donc le premier piston classique, puis le deuxième si vraiment tu fais n'importe quoi et que tu passes un donut à 70. Mais normalement, la suspension, la suspension pilotée doit permettre, j'imagine, d'ajouter une 3e couche d'isolation pour que sur les mini irrégularités, alors que ta suspension à double butée peut être parfois un petit peu à te brinque-baller de ci, de là, surtout quand on a des saignées de bitume assez moches. Et ça peut être intéressant. Moi, j'aimerais venir sur un point, même si je suis en train de torturer le coup de ta question. Pourquoi est-ce que les gens achètent des SUV et vont probablement plébisciter ce type de confort? C'est que nous sommes sur des routes qui aujourd'hui sont peuplées de cette espèce invasive qu'on appelle le dodan ou le gendarme couché, et que
par définition, quand on en a pris 10 dans les vertèbres ou dans les cervicales, on commence à en avoir un peu marre, et que la première voiture qui te permettra d'avoir, avec une certaine simplicité, sans que tu aies ajouté et le boulier et un deuxième coussin, etc., sous les fesses dans tes sièges, te permettre de garder du confort, je pense que tu t'en souviendras davantage. Mais du coup, pour information, hein, avec un range, un L322, ça marche bien aussi, hein, mais ça coûte moins cher. Moi, je déconne. Une BX. Une Ah, Bix? Une Bix? La Bix? Ah bah la BX. La Bix. elle serait plus facile à trouver, mais les GS, elle rouillerait moins aussi. Mais une GS, j'étais à bord d'une GS il y a quelques mois à travers le bois de Boulogne. On l'a traversé à une vitesse un peu trop élevée. Mais vous prenez les trous, les nids de poules de ces routes-là, mais à une vitesse, vous dépassez tout le monde. C5X Alors, au bois de Boulogne. à un autre niveau, Monsieur Mathias va probablement abonder dans mon sens. J'ai été extrêmement surpris par la suspension de la Skoda Octavia. Ah oui, absolument, oui. Oui, oui, Pour moi, c'est avec la Citroën, avec le C5 Aircross, ou l'équivalent, on va dire. C'est pas la même chose d'ailleurs, c'est un SUV et une berline. Mais je pense que c'est la berline Le plus confortable. jusqu'à la plus confortable. Ouais, j'ai été vraiment surpris. Ouais. Et ça fait 3 fois que je l'essaye, donc je commence à avoir un peu de recul sur cette bagnole. Et à chaque fois, je ressors de là-dedans et je me dis, putain, c'est super. C'est la seule bagnole pour l'instant dans cette gamme de prix qui est pour moi aussi bien en termes d'assises que de suspension, un truc hyper confort sans perdre en tenue de route parce qu'elle est aussi. Ah ouais, ça tient très très bien. J'ai perdu un truc, c'est sur DS9 ou c'est 5X qu'il y a une finition basalte? Non, c'est sur DS9. Ah, c'est sur DS9 parce que je salue mes amis qui ont une GS basalte. Donc c'est le retour, il faut en profiter, acheter une DS9. Vous avez une DS9 finition basalte. Ah non, c'est le noir basalte, je crois. Noir basalte Opéra, oui, je crois. Voilà. Bon, la conclusion, c'est quoi? Moi, François, c'est quoi les entrées de prix là sur ces 5X? Il y a une idée de prix? Ah, ça c'est intéressant, ça. Oui, c'est quoi les tarifs? Ils seront pudiquement annoncés plus tard dans l'année. Alors, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de prix? Non, il y a une voiture. Quand il y a... On peut tabler effectivement sur quelque chose qui sera au moins à 30 000, peut-être 35 000 euros, je pense. Je dis ça, c'est très difficile, c'est vraiment du doigt mouillé. Je les vois moins vendre une berline en dessous, surtout quand elle fait 4,80 m et qu'ils la présentent comme leur nouveau haut de gamme. Et en même temps, bien au-delà. Il faut la faire venir de Chine et tout. Ouais. Et surtout avec 225 bourgs hybrides. Hein. Alors en 225 chevaux hybrides, c'est vrai que ça sera peut-être plus proche des 40. C'est ça le lancement, si j'ai bien compris. Hein. Il est au lancement, tout à fait. Je les vois quand même mal se passer de PureTech, pure thermique au lancement. À mon avis, ça va être aussi le café qui va l'économie globale, la présence en proportion de mix de voitures vendues de CO2 qui décidera si oui ou non on aura du pure thermique dès 2021, s'il faut rattraper des chiffres ou pas. Mais je pense que le PureTech, pure thermique, ça fait combien de chevaux? Il n'est pas annoncé pour le moment. Il y a de fortes chances que ce soit le 130 comme la DS9. 130. Je crois qu'il y a un DS9. C'est le grand écart. Donc c'est 130, 225. Peut-être avec un 180 entre les deux, mais encore faut-il que le 1,6 litre PureTech continue tel qu'il est. Je crois qu'il a un certain âge aujourd'hui. On est dans un pays de fous. Oui. Ça, c'est pas Citroën, on est dans un pays de fous où les mecs ils sont obligés, ils n'ont plus rien dans les gammes pour le moteur parce qu'il n'y a rien qui passe. De toute façon, on critique, mais sur les choix des moteurs, c'est plus les constructeurs. Ah, mais on est d'accord. On est d'accord. Donc, il faut au-delà de ça aussi. Ça sera une bonne question de voir si alors c'est un raisonnement à la Sciences Po, hein, l'avenir jugera. Donc je ne me mouille pas. Cependant, il sera intéressant de voir dans 3 ans si on assiste là vraiment à une forme de renaissance, persistance de Citroën dans sa capacité à proposer des berlines, quel que soit le marché où elle est vendue et où elle est produite, ou si au contraire, comme je le disais en introduction, si ça sera vraiment le champ du signe. Parce que c'est pas que je le souhaite et il n'y a absolument aucune malintention de ma part, c'est que on a quand même pour la première fois une berline qui vient de très loin. Même si on sait que les bénéfices et la conception ont été faits en France, il y a quand même ce léger soupçon de se dire qu'il y a une délocalisation rampante d'un modèle qui avait déjà quitté le catalogue dès 2017 en Europe pour la France, pour la deuxième génération de C5. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une forme de perte, sans peut-être aller jusqu'au mot de Caradisia qui était de parler de tiers-mondisation automobile? On est quand même dans une perte de compétences assez triste. Certes, Citroën compte en vendre à parité en Europe et en Asie,
Et pour eux, il est plus raisonnable d'en produire en Asie pour en réexporter en Europe que l'inverse, parce que les droits d'importation sont énormes pour l'Asie, et que créer 2 lignes de production pour une voiture sur laquelle ce ne sera pas le succès de l'année, ce serait encore Oui, pire. ça pose. Même raisonnement pour DS, peut-être même en image et en couleur. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de me dire que cette voiture-là, je sais qu'aucun ministre, a priori, et aucun président de la République ne posera peut-être même ses fesses dedans, au risque de se taper une polémique à base de présidence de la République à double Made in China. Et ça fait mal. Un peu. Ouais, mais enfin bon, tu sais, moi, ce qui me fascine aussi, c'est qu'on dit ça. Et puis, mais de toute façon, on est des abrutis. Mais quand tu vois les ministres qui doublent et qui sont tous avec des Volkswagen Caravelle, moi, ça me fait rigoler les genoux. Hein. De toute façon, le Made in France, mais ils roulent pas en DS7. Hein. Ah Alors, si, t'en as un dans le convoi que moi j'ai double ouais. souvent quand je prends la 13, putain, en ce moment, à chaque fois que je prends la 13, je me fais doubler par un convoi. Je sais pas où ils vont, j'en sais rien. Et t'es d'accord, il y a des multivents et il y a une voiture française, quoi. Mais le reste, c'est des Donc, il y multivents. a une bagnole française au milieu, de 508 en général, et le reste, c'est que des multivans, ouais, c'est marrant. Alors pourquoi le multivan, figurez-vous? Parce que les forces de sécurité le prennent en V6 et qu'il n'y a pas de plus gros moteur qu'un 180 diesel Oui, je sais. en équivalent expert Space Tourer. Exactement. Ils ont demandé, de ce que j'ai, en connaissance de ce qu'on m'en a expliqué, ils ont demandé à PSA d'avoir plus gros et PSA leur a dit non. Mais il y a une autre contrainte aussi, c'est que comme c'est comme pour la BAC, ils veulent que des essences parce qu'en fait, tu grilles les moteurs quand tu démarres à froid comme une vache et que tu tires tout sur un turbo D, enfin un turbo diesel, tu les lessives ultra subito presto, alors que sur un essence Atmo, tu les dézingues beaucoup moins. Quoi. Ça, c'est pour ça que beaucoup ont gardé. Je crois qu'on aura encore retrouvé un ou deux, peut-être dans les forces de cette fois de l'Elysée. Il y a encore un ou deux espaces V6 245. Ah bon, je ne savais pas ça. Je crois, hein, de temps en temps, en certains défilés, on voit un espace. Je parierais présence. Ils ont pas mal les Ford Galaxy aussi, là. Ah oui. Je pense qu'ils les ont encore, mais ils en ont eu pendant longtemps de ça. Il faudrait faire une émission spéciale véhicule inconnu des forces de l'ordre. Moi, j'aime bien ça. Ah, mais le fait est que je suis vraiment trop bête. Hein, vous devriez me foutre dehors, mais un matin, je me promène en allant au boulot parce que j'ai la chance de pouvoir me promener pour aller au boulot et mon casque déconne et je me dis merde, casque Bluetooth, est-ce que c'est pas ma batterie qui est complètement morte? Je vérifie, non, il n'y a rien. Du coup, bah, je le réactive, je l'éteins, je le remets et en fait, c'était les brouilleurs d'ondes qui étaient activés par le convoi qui arrivait derrière et j'aurais pu photographier comme à la parade tous ces véhicules que par ailleurs, rien que par curiosité personnelle, j'aurais bien voulu documenter. Et surtout, la Velsatis qui a été un peu remaniée l'an dernier, elle a été repeinte, elle a été modernisée, remise au goût du jour. Et je les ai vus passer, et forcément, bon, il était beaucoup trop tard pour sortir de n'importe quel appareil photo, mais si jamais vous avez les oreilles qui vous grésillent alors que vous avez un casque Bluetooth sur la tête, pensez-y à deux fois, c'est peut-être un convoi. Ouais. Et donc la question, c'est aujourd'hui, quand tu es président de la République, ton choix est quand même vachement restreint. Ah oui. En gros, si tu prends pas un DS7 Crossback, tu te retrouves. Ou un 5008, ce qui est déjà fait. 5008, Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que. Alors, je précise une chose que je vais faire la blague, mais je m'excuse d'abord parce que j'adore la femme d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi il ne roule pas en ancienne? Parce qu'il aime bien plutôt les trucs collègues. Il aurait de la gueule en plus. T'aurais de la gueule, monsieur, moi. Une descente en SM Chaperon, sachant Putain, qu'elle est toujours entretenue et modernisée. Le quotidien en SM. Ah, mais c'est compliqué quand tu prends des mesures à longueur d'allée pour faire chier les automobilistes qui ont des vieilles bagnoles. Ah, c'est pas faux. Vignette critère, je suis pas sûr là pour le coup. Ah bah si, il matricule. Non, mais la solution, peut-être qu'il devrait faire une DS ou une SM rétrofitée. Ça aurait du cul. Enfin, de l'originalité. Là, il y aurait de l'audace, monsieur. Là, ça serait audacieux, monsieur Mortier. Ah, je suis tout à fait d'accord. Ouais, ou une CX Palace. Exactement. C'est quoi la longue, c'est Palace? La Prestige. Une CX Prestige. Ça aurait de la gueule, ça, quand même. On verrait du bois, quand même. C'est un petit peu connoté Chirac. C'est vrai. Ouais, mais Chirac est repassé à la mode, malgré beaucoup. VS23 IE noir. Tu vois que c'est quand même compliqué pour un président de choisir sa voiture. Il est un point important. Tu peux pas prendre celle qui est fabriquée en Chine, tu vas te faire tomber dessus. Tu peux pas prendre une ancienne, parce que tu peux pas, clairement, c'est pas jouable. Bientôt, si le mec il prend un diesel, ça va être une catastrophe. Le 5008 est diesel. C'est pour ça qu'on oui.
Et que justement, il avait expliqué dans une interview, il y a un gamin qui lui disait c'est quoi, elle est bien ta voiture, tu veux monter dedans, etc. Et elle est quoi, les diesel, bah oui, mais il faut de la puissance. En gros, il y avait eu ce genre d'échange-là. Qu'est-ce que les médias avaient retenu? Macron, il roule dans un 5008 diesel, c'est pas bien. Le fait est, deux réponses, deux avis. François citait la DS23IE. Le dernier acte de gloire de Bernard Cazeneuve en tant que Premier ministre, parce qu'il a été Premier ministre, dernier Premier ministre de François Hollande, c'est qu'au moment de son départ pour laisser la place à Édouard Philippe, il y avait une DS dans la cour de Matignon que la presse s'était prise des mois à se dire « Oh, le coup !» On savait que Cazeneuve en possédait une en plus, je crois. Va-t-il partir avec sa DS? Finalement, il est parti en talisman et la DS a joué les teneuses de chandelles. Mais il y avait quand même un rien de mythe-gaulien ou pompidolien qui était pas loin. Et ce n'est pas parce que le prince, je ne sais plus son nom, Philippe, est décédé la semaine passée, que souvenons-nous du mariage du futur roi, du prince William. La type électrique, ouais. Exactement, la type électrique, ça avait énormément fait parler. C'est vrai. Exactement. C'était intelligent, je trouvais. Comme quoi, on peut parler, ça peut faire parler d'utiliser un tas de merde. Mais bon, j'aime bien toujours avoir une parole définitive, c'est toujours bien. Oui, toujours. Mesdemoiselles, je vous fais une grosse bise sur la bouche. Je vous remercie d'avoir parlé. Et tout ça pour dire que c'est pas gagné, mais la France tient bon quand même. Et la France est derrière nos amis de Citroën. Et surtout, moi, je conclus, surtout pour mes petites antennes chez Stellantis, les Rital, ça leur fait tout drôle parce qu'ils sont en train de se rendre compte que c'est clairement eux qui se sont fait racheter. Il n'y a pas de doute. Ah oui, là, je pense qu'ils sont en train de comprendre. Là, oui. Parce que là, quand on voit tous les mecs qui passent à la tête, je fais juste cette petite aparté-là. Donc, clairement, il y a un mec par pays qui reprend le groupe Stellantis. C'est-à-dire pour l'Allemagne, il y a un patron pour toutes les marques Stellantis. Okay, et systématiquement, c'est des gens de chez PSA. Le seul qui a conservé son poste, c'est le directeur de Fiat, Olivier François. Le fait est que la partie américaine est restée un peu autonome. Mike Manley a les mains sur ce qui reste encore l'ancien groupe Chrysler. Mais il est évident, Motor One avait sorti un sujet là-dessus en reprenant Automobile Walsh, je ne sais pas comment on le prononce, mais la presse allemande économique qui avait indiqué que dans toute fusion, il y a quand même un moment où on estime qu'il y a un repreneur final. Ça ne peut pas être une fusion, la parité n'existe pas dans l'économie. Et quand même, à la fin, que ce soit dans le processus de rachat de PSA, de FCA, et au moment de la prise de position définitive de la fusion, c'est quand même bien PSA qui, à l'initiative, a proposé à FCA d'abord un rachat pur et simple. La famille Elkann a probablement préféré continuer de toucher des dividendes et s'est donc imposé comme premier actionnaire de référence de Stellantis, mais a probablement, et on le voit aussi aux personnalités qui ont été posées au comité exécutif du groupe, au directeur de l'entreprise. Ce sont des personnalités. Vous avez 11 têtes, 6 têtes pour PSA, 5 têtes pour FCA. Mais quand vous avez les têtes de PSA, c'est l'ancien directeur financier, tout le staff lourd, ceux qui ont fait 6 ans de PSA, groupe le plus rentable au monde aujourd'hui, alors que FCA, est-ce que c'est pour une sorte de vernis plus économique, plus sociétal, on ne sait pas. Mais quand ils mettent, je crois, le président de Microsoft ou l'un des hauts dirigeants de Microsoft, bon, je veux bien que le software aujourd'hui domine l'actualité automobile, on parlera peut-être un jour des semi-conducteurs, mais je ne vois pas vraiment ce que quelqu'un de Microsoft vient faire dans un COMEX automobile. Tout le respect que je lui porte. Non, on rassurerait les banquiers et la bourse. Exactement aussi. Voilà. Bon, les poulets, je vous fais une grosse bite sur la bouche. À bientôt pour un autre sujet. À votre disposition. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.